votre vie, c'est un héritage de votre vie, un héritage de votre éducation. Et ces paradigmes, eh bien, ça peut évoluer et changer au cours de la vie. Donc, c'est vous qui allez pouvoir décider maintenant que vous êtes adulte, que vous êtes capable de pouvoir raisonner, d'analyser les choses, eh bien, vous allez pouvoir être capable de pouvoir changer ou faire évoluer ce paradigme si vous estimez qu'il vous gêne dans votre vie et qu'il vous empêche de pouvoir réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés dans la vie. Alors, je parle d'objectifs et je vais être clair, ce sont les objectifs qui peuvent toucher toutes les dimensions de la vie. Donc, aussi bien votre vie privée, votre vie maritale, votre vie en tant que parent, que votre vie professionnelle, euh, votre vie affective, etc., etc. D'accord? Alors, je viens de vous expliquer qu'en fait, ça a été implanté au début de votre enfance, et je vais essayer de réexpliquer la chose. Quand on est, quand on est enfant, quand on est jeune, eh bien, il faut savoir que à partir du moment où on est comme une éponge, parce que notre personnalité, notre manière de penser, notre manière de raisonner n'est pas formée. Et aujourd'hui aussi, en tant qu'adulte, eh bien, c'est la même chose. Vous avez votre capacité de raisonner, mais néanmoins, vous fonctionnez en fonction de réflexes qui ont comme filtre, si ce grand cercle, c'est votre cerveau, hein, on va imaginer que le grand cercle, les effets de cerveau, il prend énormément de place, et que les branches en dessous, c'est votre corps. Donc, vous imaginez la place du cerveau par rapport au corps, et j'ai intentionnellement disproportionné les choses pour juste vous faire prendre conscience de, de ce que je vais vous dire. Votre cerveau est influencé ou a comme filtre vos cinq sens: la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. Et ces cinq sens vous permettent d'être en contact avec le monde extérieur et de recevoir une information sous quelque forme que ce soit. Et quand je dis sous quelque forme, ça peut être un message verbal que vous entendez, ça peut être quelque chose que vous avez goûté, que vous respirez, ou un choc que vous ressentez. D'accord? Votre cerveau, qui est relié avec votre système nerveux, va réagir: ah, j'ai reçu un choc, oh, je sens quelque chose, etc. Et immédiatement, l'information est transférée à votre subconscient qui va dire: ça ne sent pas bon, aïe, c'est douloureux, etc., etc. Et votre corps alors va, je ne voulais pas effacer la chose, votre corps va recevoir l'information de votre subconscient et va réagir par une action qui va entraîner une réaction. Ça sent mauvais, je vais passer mon nez pour éviter que ça continue à sentir mauvais. J'ai mangé quelque chose qui n'a pas bon goût, éventuellement, si je n'ai pas reçu l'éducation que l'on estime valable, je pourrais être amené à le recracher. D'accord? J'ai reçu un coup, il va y avoir un bleu, et éventuellement, je vais réagir par un coup aussi. Ça, c'est le principe de base. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, Bonsoir, Blanc, ça je va? viens, C'est clair. superbe. Donc, je viens ici de vous décrire, en fait, le fonctionnement de l'esprit conscient et de l'esprit inconscient. Alors, vous allez me dire, c'était très simple. Oui, mais plus c'est simple, plus éventuellement ça peut être clair pour vous. D'accord? Et le fait que le corps est l'expression justement de ce que votre esprit conscient et inconscient a reçu comme information. Et si vous êtes parent d'enfants, eh bien, vous remarquerez que à certains moments de sa vie, votre enfant, il peut être malade, il peut avoir des éruptions cutanées et
Et les éruptions cutanées, en fait, ou la maladie, sont une réaction du corps par rapport à ce que le cerveau a reçu comme information, a entendu, a vécu. Et votre inconscient, qui, dans certains cas, peut être relié avec votre cerveau reptilien, eh bien, va réagir selon un code qu'il a enregistré au fur et à mesure de votre vie. Alors, pour l'enfant, eh bien, ça va être une réaction immédiate on a éventuellement des boutons où on éternue, on tousse, etc., parce qu'ils n'ont pas encore emmagasiné toute l'information. Plus adulte, ça va prendre plus de temps avant de pouvoir ressortir, par exemple, etc. Mais c'est le même schéma. D'accord? Et donc, si ça se passe comme ça pour l'expression des maladies, eh bien, ça se passe comme ça pour l'expression de tout le reste. Et donc, quand vous avez eu toutes ces informations qui ont été emmagasinées et empilées au fur et à mesure que votre vie avance, eh bien, si vous ne les travaillez pas, si vous ne faites rien par rapport à ça, eh bien, votre vie va être guidée justement par les paradigmes de de ce que vous aurez appris, de ce que votre environnement vous aura signifié comme influence. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, votre corps est fait de vibrations, tout comme votre voix est en fait une vibration d'ondes qui arrive à l'oreille de votre auditeur, qui, elles, les traduisent et qui fait que vous entendiez correctement les sons. Votre corps est vibration et quand on fait des analyses du corps, on se rend compte que on est principalement composé d'eau, EAU. Il y a aussi les OOS, hein, mais ça c'est pour que vous puissiez tenir debout, mais je parlais de l'eau EAU. Oui, Maïmouna, il faut de temps à autre préciser les choses pour éviter des mécompréhensions. Mais, et donc, l'eau, eh bien, elle vibre. Et cette vibration, eh bien, c'est justement l'onde que vous avez par rapport au message de l'extérieur. C'est euh, c'est la façon de réagir par rapport à la masse d'énergie qui vibre autour de vous. Et elle vibre, en fait, en plus, à extrêmement grande vitesse. Et c'est comme ça qu'en fait, vous parvenez à pouvoir dire dans certaines situations que vous avez senti ou ressenti ce qui se passait. Et si vous réfléchissez, quand on dit à quelqu'un, mais tiens, comment te sens-tu aujourd'hui? On parle bien de sensation et vous allez répondre par une sensation. Je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens euh, d'humeur ou d'énergie positive, je me sens fatigué, etc., etc. C'est votre ressenti qui est en fait l'expression de la vibration de votre corps et de la vibration de l'énergie qui est autour de vous. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, en fait, les vibrations touchent les émotions. Et donc, le paradigme, je vous l'ai montré là tout de suite, va toucher aussi vos émotions parce que c'est par vos émotions que vous allez, dans beaucoup de cas, avoir l'action qui va repartir. Quand on vous donne une nouvelle joyeuse, vous allez sentir vos vibrations et votre émotion qui va monter très fort, hein. Vous allez être avec une émotion extrêmement positive et forte. Quand la nouvelle est pénible, vous allez éventuellement avoir une autre vibration qui va être, dans certains cas, beaucoup plus intérieure, pas extérieure, et qui va montrer que vous allez éventuellement être dans la douleur, le chagrin, etc. Et donc, beaucoup moins, une toute autre énergie qui sera moins élevée, beaucoup plus basse. D'accord? Alors, lorsqu'on commence à comprendre en fait cela, eh bien, on prend conscience que euh, nous sentons très bien les vibrations qui sont autour de nous. Alors, ça demande éventuellement parfois un peu d'entraînement, mais c'est, c'est, c'est important. Et quand on comprend et qu'on ressent les vibrations,
on peut éventuellement à un moment développer cette capacité de pouvoir gérer ces vibrations et donc quelque part nos réactions. Et une fois qu'on parvient à prendre ça en main, eh bien, on va pouvoir dès lors prendre notre attitude un peu plus en main. Et vous remarquez que tout ça est lié. Votre esprit, votre mental, votre énergie, vos réactions, etc. Et maintenant, on va essayer de voir comment on peut faire en sorte de pouvoir gérer ça pour pouvoir avoir le résultat que l'on souhaite au bout de la réaction. D'accord? Tout du moins quand c'est le résultat qu'on veut changer, parce que c'est ça qui est important. Donc, si on prend par exemple comme idée le fait que on veut soit perdre du poids ou bien gagner du poids, mais pas spécialement gagner du poids en muscle, hein, ou bien perdre du poids en perdant ses graisses, eh bien, vous allez devoir éventuellement trouver les énergies qu'il faut dans votre corps pour pouvoir y arriver. Il y a des personnes qui vont vous dire, moi, tu sais, j'essaye absolument de pouvoir euh, perdre du poids et j'y arrive jamais. J'ai beau faire tous les régimes de la Terre, ça marche pas. Et en fait, c'est parce que quelque part, vous avez dans votre programme de votre paradigme quelque chose qui fait que ça ne passe pas. Et donc, à partir du moment où vous parvenez à débloquer cet élément-là, eh bien, les choses peuvent changer dans votre vie. Alors, et c'est la même chose dans l'autre sens. Si on veut pouvoir travailler pour gagner éventuellement en musculature, eh bien, il y a des personnes qui peuvent avoir l'impression de dire oui, mais enfin, je fais de la salle, de la musculation en permanence et je vois rien. Il n'y a pas d'effet. Ben, écoutez, c'est éventuellement de ce côté-là que ça peut se passer. Alors, je vous ai parlé de vibration, je vous ai parlé d'esprit mental, et on va parler aussi d'énergie, parce qu'en fait, on est énergie tout en étant vibration. Les deux sont liés de nouveau. Votre vibration est élevée, votre énergie va être élevée. Votre vibration est basse, votre énergie va être beaucoup plus basse. Vous êtes fatigué, vous aurez généralement une énergie basse et une vibration faible et basse. Vous êtes en pleine forme, vous allez avoir une énergie plus haute et une vibration qui sera beaucoup plus, pardon, et une vibration qui sera beaucoup plus haute. Et donc, on doit voir comment on peut gagner et perdre en énergie, et il y a des mécanismes déclencheurs qui permettent en fait de pouvoir arriver à ça. Et donc, si on reprend le schéma de la personne que je vous ai montré ici, ce schéma-ci, de cette personne consciente, euh, euh, rappelez-vous, je vous ai parlé au début des facteurs sensoriels. Je ne les ai pas montrés, mais imaginez que vous avez 5 antennes ici autour de ce ballon qui représentent vos 5 sens. Ils sont liés à votre esprit conscient et puis quelque part aussi à votre subconscient qui lui est en dessous et dès lors à votre corps. Alors vous pouvez en fait, vous devez savoir que votre esprit, pardon, a la capacité de pouvoir choisir ses pensées et que les pensées peuvent se transformer en images. Imaginons que je vous parle aujourd'hui ou maintenant, je vous suggère de réfléchir à un endroit merveilleux que vous appréciez. Imaginons un jardin dans lequel il y a euh, des belles fleurs et que vous sentez l'odeur de ces fleurs qui est absolument merveilleuse et qui vous donne un plaisir fou parce que c'est une odeur suave, sucrée, sympathique, qui amène en plus euh, beaucoup d'oiseaux et ces oiseaux vous donnent une belle énergie et chantent et donnent et vous rendez compte, vous avez déjà vous-même, sans que je vous ai montré quoi que ce soit comme image, découvert une image de ce lieu et de ce jardin luxuriant avec des jolies fleurs.
vous avez pu y mettre éventuellement des couleurs, et vous avez vos goûts et vos sens qui ont commencé à s'éveiller avec l'idée de l'odeur des oiseaux, de leur chant, etc., etc. D'accord? Donc, votre cerveau, votre mode de pensée a la capacité de transformer les mots en images. Vous devez savoir aussi que votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité de ce qu'il vit et la réalité que vous allez lui forcer au travers des images de votre mémoire, de votre pensée. Et donc, vous pouvez aider votre cerveau à pouvoir passer au-delà de la réalité au travers d'images mentales. Alors, ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez pouvoir changer la réalité du jour au lendemain, mais vous pouvez aider votre cerveau à imaginer un endroit qui est votre objectif de rêve et de vous aider à pouvoir faire ce qu'il faut et à mettre en œuvre ce qu'il faut pour y arriver. C'est bien dans ce sens-là que je vous explique la chose et pas pour vous faire croire que les choses se passent comme ça parce que l'on les a imaginées. Mais on peut mettre nos images dans nos esprits et faire en sorte que on atteigne ce que l'on veut. J'ai un mentor qui racontait que dans un de ses ateliers, il avait aidé une personne participante à pouvoir imaginer la maison de ses rêves. Et donc, il l'avait emmené dans la suggestion, en lui disant, ben, écoute, voilà, tu t'assieds, tu vas commencer à rêver et à décrire la taille de la maison, le nombre de pièces que tu as dans cette maison, au rez-de-chaussée, le nombre de pièces et de chambres qu'il y a à l'étage, éventuellement le nombre de salles de bain. Dans quel matériau est construit cette maison? Est-ce que c'est en bois? Est-ce que c'est en béton? Est-ce que c'est avec du marbre, etc. Le jardin qui est autour, comment est-ce que l'on arrive dans la propriété? Est-ce qu'il y a on est directement à la rue ou bien est-ce qu'il y a une barrière à franchir, etc., etc. Et il avait aidé cette personne à penser à tout cela. Et un jour, cette personne reprend contact avec le mentor et lui dit, j'ai en image la maison de mes rêves. Et la réponse du mentor était de lui dire, très bien. Et quand te vois-tu vivre dans cette maison? Oh, je me verrais bien m'y installer avant la fin de l'année. Et il a créé avec elle la suggestion d'avoir, de trouver la maison et de pouvoir s'y installer avant la fin de l'année. Et ils ont été tellement forts et tellement loin dans cette projection de réfléchir à cela qu'elle est arrivée en fin d'année à pouvoir vivre dans cette maison. Alors que quand il a commencé à lui dire euh, quand veux-tu déménager, elle était dans le refus de se dire que c'était possible de pouvoir le faire à ce moment-là. Elle avait donc un paradigme qui l'empêchait de pouvoir réaliser la chose et par justement la mise en image, eh bien, et la suggestion et l'intentionnalité qu'elle mettait derrière le fait qu'elle voulait absolument déménager et arriver dans cette maison à partir d'un certain moment, eh bien, in fine, c'est arrivé. C'est arrivé et c'est arrivé dans le délai qu'elle s'était fixé, etc. Donc, il y a moyen de pouvoir réaliser et transformer ce problème et cette situation, notamment par la mise en image. C'est quand même incroyable, ça. Alors, rappelez-vous, je vous ai parlé ici de l'esprit subconscient qui est en fait comme une éponge, qui prend tout ce que l'esprit conscient lui transmet et lui donne. Il ne fait pas le tri. L'esprit conscient peut éventuellement faire le tri, mais le reste ne fait pas de tri et ça arrive dans votre subconscient. Euh, il ne parvient pas à faire la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Et c'est comme ça que vous avez aussi parfois des enfants qui, eux, eh bien, vous sont capables de vous parler de rêves et d'imagination qui sont absolument incroyables. Alors, revenons justement à l'enfance. Comment est-ce qu'on arrive au fait que vous avez créé ce paradigme? Quand vous êtes arrivé au monde ou quand un enfant arrive au monde, eh bien, il n'a pas de faculté consciente. Donc, pour lui, il a juste ses facteurs sensoriels, mais, euh, mais il n'a pas encore cette capacité de jugement par rapport aux choses et aux événements. Et donc, il est vraiment mais,
comme une éponge. Il a son cerveau qui est totalement ouvert, qui n'a pas de filtre. Et il emmagasine tout, ce qu'il vit, ce qu'il entend, ce qu'il expérimente et les réactions par rapport à son expérimentation et ses attitudes. Et donc, si vous avez vécu, par exemple, dans un environnement où il y avait des parents bienveillants euh, qui vous entouraient avec amour, qui vivaient une vie harmonieuse, dans lequel il n'y avait pas de disputes et il y avait de la joie, etc., eh bien, vous allez être façonné beaucoup plus naturellement à vivre et à créer une vie sur ces bases-là. Par contre, si vous avez vécu dans un environnement où il y avait non seulement du bruit, de l'agressivité, de la dispute, du manque, parce que vous entendiez au fur et à mesure que vous grandissiez les uns et les autres qui disaient oui, mais on n'a pas assez d'argent, oui, mais la vie est compliquée, oui, mais je n'ai pas pu acheter tout ce que je voulais pour pouvoir vous nourrir, etc., etc. Vous allez être dans une situation, grandir dans une situation qui va être très différente de la précédente. Et alors, à ce moment-là, on arrive à se dire, ah, si j'avais vécu dans l'autre situation. Non, vous êtes dans celle dans laquelle vous êtes et vous allez pouvoir justement enrichir votre vie au départ du bagage que vous avez reçu. Si vous avez eu une situation où vous étiez plus confié à vos grands-parents qu'à vos parents pour l'éducation, parce que ceux-ci devaient partir éventuellement loin pour aller travailler et pour pouvoir rapporter de l'argent afin de vous nourrir et de vous permettre de grandir, eh bien, c'est aussi une autre expérience de vie. Et donc, à partir de l'âge de 5, 6 ou 7 ans, votre cerveau commence à créer ses filtres. Il commence à pouvoir avoir sa propre opinion par rapport aux situations et à pouvoir commencer à avoir sa propre réflexion par rapport aux situations et à pouvoir analyser et donc à pouvoir éventuellement rejeter certaines idées parce qu'elles ne correspondent pas justement au paradigme que vous avez créé. Et c'est pour ça que vous avez parfois des personnes qui vous disent, mais le bonheur, c'est pas possible. Je ne vois pas comment on peut le rencontrer parce qu'en fait, ces personnes ont vécu, ont grandi dans un environnement où c'était plutôt les disputes, les chamailleries, l'angoisse, le stress de vie, etc., etc., par rapport à d'autres qui, elles, ont vécu un environnement d'harmonie, de joie et autres, et qui vous diront naturellement, mais oui, le bonheur, ça existe. C'est pas compliqué, hein. Mais oui, des parents, ils peuvent s'entendre et vivre heureux entre eux et avoir du temps pour leurs enfants, et les autres vont les regarder en disant, on n'est pas nés sur la même planète. On n'est pas nés dans le même environnement. Ils étaient pourtant voisins de rue et ils allaient dans les mêmes écoles, la même église, etc., etc. Hmm. Donc, ça, c'est en effet l'histoire que l'on se crée et les paradigmes à partir desquels on part. Est-ce que ça vous parle? Oui, parfaitement. Merci beaucoup, Gérald. Donc, voilà, oui, ça, c'est le début, hein. C'est de se dire qu'on était programmé par tout ça. On a en effet nos personnalités qui sont développées au départ d'un héritage que l'on a éventuellement génétique ou parce que l'on a grandi dans un environnement, mais aussi des autres personnes qui nous ont influencés et éventuellement de, de l'environnement social dans lequel on a grandi. Eh bien, c'est un peu la même chose et ça nous crée ce paradigme. Et ce paradigme crée en effet nos réalités, une partie de notre personnalité et de nos capacités ou incapacités ou défaillance à pouvoir communiquer, réagir correctement dans certaines situations. Et quand je dis correctement, correctement par rapport aux standards. Il n'y a pas de jugement ici, hein. Soyons clairs, hein. C'est correctement par rapport à ce que d'autres estiment être le normal et le standard. D'accord? Ça, c'est l'environnement et tout. Et donc, vous allez pouvoir remercier en fait vos géniteurs de vous avoir fait grandir dans cet environnement-là. Après, vous allez me dire, ouais, mais t'es sympa, mais c'est pas tout à fait ça dans mon projet de vie. Ah, génial. Alors maintenant, on va pouvoir réfléchir, que faut-il faire pour changer ça? C'est pour ça que vous êtes venu, n'est-ce pas? Exactement.
Oui, C'était allez la bien. seule question que j'avais. Ah là là, Aïcha, Merci Aïcha. trouve-en une autre. Merci Aïcha. Hein, mais donc, alors oui, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Eh bien, nous devons d'abord travailler sur nous. C'est, c'est donc construire, si on ne l'a pas, ou vérifier que l'on ait cette confiance en soi. D'accord? C'est de connaître notre identité et de pouvoir l'accepter. Et donc, la confiance en soi, eh bien, c'est de pouvoir d'abord accepter qui on est et s'aimer tel qu'on est. Et puis alors après, eh bien, c'est construire nos valeurs, nos projets, et puis se dire, je peux y arriver, je sais éventuellement comment y arriver, ou je m'entoure de personnes, je consulte des personnes qui l'ont déjà réussi pour savoir comment ils ont fait, quelles sont éventuellement les recommandations qu'ils me donnent pour pouvoir créer cette connaissance de moi et cette confiance en moi. Ça, c'est le premier point sur lequel que je voudrais vous mentionner, et c'est vraiment un point important. Le deuxième, c'est de fixer aussi ce que vous désirez. Où voulez-vous aller? Comment voulez-vous voir votre vie dans les différentes dimensions de la vie? Vous pouvez voir votre vie privée, matrimoniale ou de couple d'une certaine manière. Si vous avez la joie d'être parent, vous pouvez définir aussi comment vous voyez votre rôle en tant que parent, quel est le modèle pour vous, et vous pouvez construire les choses, etc., différemment. Personnellement, moi, j'ai eu des parents divorcés. Ils ont divorcé quand j'étais très jeune, et j'ai eu un père très absent. Quand je dis très absent, euh, je ne, je ne me rappelle pas qu'il soit venu souvent, soit me voir quand j'étais dans des activités sportives ou quand j'étais dans des mouvements de jeunesse, etc., etc. Et donc, quand je faisais mes études, éventuellement que j'avais besoin d'aide, c'était pas vraiment vers lui que j'avais envie de me tourner parce que j'avais la croyance, et parfois ça s'est vérifié, qu'il n'allait pas pouvoir trouver le temps pour m'aider. Et donc, j'ai décidé de transformer ce paradigme et de ne pas faire revivre ça à mes enfants. Et donc, je me suis juré de faire ce qu'il fallait pour être là aux événements majeurs de leur vie. Euh, et ça voulait dire, par exemple, tous les ans, quand ils étaient dans des mouvements de jeunesse, pour aller les chercher au camp, pour les entendre nous raconter leur vie de camp, etc. C'était de pouvoir être aussi souvent que possible lors de leurs activités sportives hebdomadaires. Et ayant 4 enfants, ben, c'était pas toujours simple, mais je faisais en sorte de pouvoir participer à quelques minutes ou de leur moment, de leur match de sport, pour pouvoir en parler avec eux après. Euh, Ça, c'est le genre de choses d'être tout à fait à leur disposition quand ils avaient besoin d'aide par rapport à un travail pour le relire et ce genre de choses-là. Vous voyez, ça, c'est une décision que j'ai prise et je me suis efforcé de pouvoir la respecter. Alors, je ne suis loin d'être parfait, et si vous les interrogez, il est très probable qu'ils vous diront, oui, en fait, exagère un peu, hein. Mais c'est l'idée, l'image que je me suis mis personnellement. C'est un sacrifice, peut-être, parce que j'ai pas pris de temps pour aller faire le sport que j'avais envie de faire à certains moments. J'ai pas pris le temps pour pouvoir aller voir des amis, etc. Parce que j'avais décidé que je voulais leur consacrer ce temps-là à eux. C'était à mes yeux précieux. Ça pouvait, me semblait-il, les aider à se construire. Et je vous partage ça, non pas parce que je veux vous dire, prenez-moi comme exemple, mais c'est juste pour vous parler d'un changement de paradigme qui était important. Deuxième changement de paradigme, comme je l'ai évoqué, mes parents sont restés en ménage, en couple, ensemble pendant 7 ans. Moi, ça fait plus de 30 ans que je vis avec la même personne. C'est un deuxième changement de paradigme. Et on peut en trouver
comme ça, personnellement, des tonnes. Vous en aurez aussi beaucoup dans votre vie si vous avez décidé à certains moments, eh bien, de prendre conscience de ce que vous avez vécu, de ce qui vous manquait dans votre jeunesse et de ce que vous voulez transformer une fois que vous êtes en mesure de pouvoir le faire parce que vous êtes adulte, parce que vous avez la possibilité de faire ce choix, etc., etc. Donc, ça, ça fait partie justement de cet aspect euh, de partir de là où on est et de voir l'état désiré. OK? Euh, le cas échéant, trouvez-vous un partenaire de responsabilité. Alors, c'est quoi un partenaire de responsabilité? Eh bien, c'est une personne en qui vous avez confiance à deux titres. Un, parce que vous allez pouvoir lui partager vos objectifs, vos ambitions ou vos souhaits de pouvoir changer quelque chose dans votre vie, un objectif. Et deux, vous savez que cette personne ne sera pas tendre avec vous quand vous allez revenir vers elle et qu'elle vous demandera, et alors, Aïcha, où en es-tu dans cet objectif que tu t'es fixé? Et que vous allez commencer à lui expliquer que, ben, écoute, il y a eu le vent, il y a eu le temps, il y a eu la conjoncture, il y a eu le gouvernement. Enfin, vous allez lui citer une litanie d'excuses pour expliquer que, eh bien, vous avez rien fait. Et les gens qui ne prennent pas le rôle de partenaire responsabilité à cœur vont vous dire, oh ma pauvre, je te comprends. Et ils vont commencer à vous plaindre et à pleurer avec vous. Le partenaire de responsabilité va dire, écoute, Aïcha, tu te fous de moi. Et c'est pas de moi dont tu te moques, mais tu te moques d'abord de toi, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait par rapport à l'engagement que tu as pris, de toi vers toi, et dont tu m'as fait complice, puisque tu m'as demandé d'être le partenaire de responsabilité. Alors maintenant, eh bien, on va établir éventuellement un plan d'action. Telle étape, telle étape, telle étape. Et c'est quoi les étapes? Et c'est Aïcha, toi, qui va définir chacune des étapes. Et je vais juger si l'étape est éventuellement suffisante. Et on va définir pour quand ça doit être réalisé, etc., etc. Et ça, c'est une manière de pouvoir justement arriver à certains changements de paradigme que vous voulez changer. Alors par après, eh bien, Aïcha va me dire, oui, mais bon, ça c'est pour un changement, comme ça, un paradigme que je veux changer. Mais si je veux prendre conscience et mettre dans ma routine le fait que régulièrement, je passe en revue des situations, des paradigmes et que je veux en faire une habitude de changer mes paradigmes et donc de me remettre en danger quelque part, eh bien, je dois en effet, à ce moment-là, continuer à réfléchir sur les éléments de ma vie que je veux voir évoluer, les répétitions et les situations répétitives qui se présentent chaque fois et que je veux voir vraiment arrêter. Parce que ça, c'est à ce moment-là que vous allez vraiment avancer. Et c'est simple, hein, si vous vous dites, oui, mais j'évolue pas professionnellement, je reste toujours au même niveau. Ah, qu'est-ce qui fait que tu restes au même niveau? Est-ce que c'est une question de mon attitude? Est-ce que c'est une question de je ne suis pas dans la bonne organisation parce que on n'offre pas d'opportunité d'évolution là-bas? Est-ce que c'est une question euh, de contenu, de formation que je dois faire, etc., etc. Et là, à ce moment-là, eh bien, vous allez éventuellement devoir prendre cette décision effrayante de je vais aller au cours et donc je vais étudier, ou bien je vais partir, je vais devoir quitter cet employeur et donc en trouver un autre. Et est-ce que je vais trouver un CDI? Est-ce que je vais trouver donc un contrat à durée indéterminée? Est-ce que je vais trouver un environnement qui va me protéger? Ou bien est-ce que je vais me mettre en danger parce que je vais justement euh, aller rechercher quelque chose qui était inconnu pour moi, que j'ai jamais fait. Et donc, c'est là où vous allez vous rendre compte eh bien, que vous allez étendre vos talents, étendre votre compétence et grandir. Alors moi, je voudrais terminer en vous donnant
dans cet esprit justement de faire le changement de paradigme, une habitude de vie, je voudrais vous donner ou vous suggérer 8 principes de vie. Le premier, c'est de développer la conscience, de donc prendre conscience et de continuer à prendre conscience que votre potentiel est infini, si vous voulez vraiment le prendre en considération. C'est que vous pouvez toujours donc apprendre, tout le temps, quel que soit l'âge. Et si vous avez des parents âgés qui ont 70, 80 ans ou plus, eh bien, vous pouvez éventuellement, et vous les entendez dire, je suis plus capable de changer et d'apprendre des choses, eh bien, réfléchissez, est-ce que c'est aussi dans cette situation-là que vous voulez vous trouver au même âge qu'eux? Si ce n'est pas le cas, c'est maintenant que vous devez apprendre à justement développer vos compétences et votre potentiel et vous dire qu'il peut toujours grandir et se développer, que vous pouvez toujours apprendre quelque chose de neuf dans votre vie. Le deuxième point, c'est d'agir sur ce que vous voulez. Et donc, ça veut dire que vous allez devoir être amené à réfléchir sur qu'est-ce que je veux. Est-ce que dans la situation de vie, en tant que parent, en tant que conjoint, est-ce que je suis heureuse ou heureux de cette situation? Sinon, qu'est-ce que je dois changer pour pouvoir être heureux ou heureuse? Comment est-ce que je dois faire évoluer les choses pour que je puisse avoir cette situation de plénitude et de bonheur, cette satisfaction? Professionnellement, est-ce que je suis heureuse ou heureux dans le job que j'ai aujourd'hui, dans l'environnement professionnel que j'ai aujourd'hui? Sinon, eh bien, que dois-je faire pour pouvoir trouver ce bonheur, cette plénitude? Et cette plénitude peut éventuellement évoluer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, c'est de vous dire, eh bien, dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, je vais de nouveau devoir bouger et changer. Il y a un peu plus de 20 ans, j'ai décidé, moi, de quitter ce que les anglo-saxons appellent la rat race, c'est-à-dire le métro boulot dodo en tant que salarié dans une entreprise pour devenir indépendant. J'étais seul revenu avec 4 enfants à charge, un crédit pour payer ma maison. Tout le monde m'a pris pour un fou furieux. Pas tout le monde, pas mon épouse, mais tous les autres m'ont pris, m'ont dit, mais tu es fou. Hein, et j'ai dit, oui, écoutez, je suis peut-être fou. Et aujourd'hui, je suis heureux comme tout. Alors, il y a eu des moments où c'était très bien, et puis il y a eu des moments où c'était beaucoup moins bien. Et quand ça allait beaucoup moins bien, eh bien, j'avais deux solutions. Soit je laissais continuer à ce que ça aille pas bien, quitte à éventuellement un moment à me casser la figure, ou bien je me pinçais en me réveillant en me disant, oh là, ça va pas, il faut remonter. Il faut retrouver d'autres sources de marché, de contrats, etc. Il faut rester éveillé. Et donc, j'ai été amené à éventuellement à devoir trouver d'autres choses, à créer d'autres affaires, à repenser la manière dont je fonctionnais pour pouvoir redécrocher d'autres contrats, etc., etc. Et c'est exactement la même chose ici. Et sachez qu'on est toujours cette intelligence en éveil. Ne vous endormez pas. Il y a un moment, j'ai décidé que j'ai arrêté d'avoir un abonnement télévision parce que je trouvais que j'étais avachi dans un fauteuil le soir à regarder quelque chose qui me distrayait le cerveau, mais qui n'apportait rien dans ma vie et que je perdais donc du temps. Et j'ai donc décidé de faire d'autres choses le soir après avoir mangé. Et ça, c'est propre à chacun. Mais voilà, ça fait partie des décisions de se dire, je me remets éventuellement en question sur certains éléments. Le troisième point, c'est de savoir prendre des décisions. Sachez que les personnes qui réussissent, et j'entends pas, ça ne veut pas dire des personnes qui deviennent riches, mais les personnes qui réussissent quelque chose dans leur vie, qui réussissent leur vie, sont ces personnes qui sont capables de prendre des décisions rapidement et qui en changent très lentement. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, je dois le faire à quelle vitesse? Quand je dis rapidement, ça veut dire, je réfléchis éventuellement un moment, et quand j'ai arrêté ma réflexion, je dois être capable de dire, c'est bon, c'est pas bon.
Et ma réflexion ne doit pas durer des années. Sur certains sujets, oui, mais sur les sujets importants, je dois être capable, en 1 heure, en un jour, en 2 jours, en moins d'une semaine, de pouvoir prendre une décision importante et de m'y tenir. Et puis, il y a certains sujets où vous allez dire, ah oui, non, ça va prendre plusieurs années. Oui, mais ça va prendre plusieurs années parce qu'en effet, on va faire bouger des choses qui ont éventuellement tellement d'importance que l'on a besoin de pouvoir se sentir bien en phase pour pouvoir le faire. Mais normalement, les personnes qui réussissent prennent moins de temps pour y arriver. Le quatrième élément, c'est l'engagement total, c'est-à-dire euh, de vraiment se donner à fond dans ce que l'on fait et pas juste en amateur. Alors ça veut dire quoi en amateur ou à fond? Mais ça veut dire que si j'ai décidé à un moment de quitter mon emploi en tant que salarié, de devenir indépendant, c'est de tout faire pour réussir comme indépendant, comme entrepreneur. Et pas de me dire, oui, mais j'ai encore 3 orteils dans un job au cas où éventuellement ça ne va pas, etc. Pourquoi? Ben, parce que vous allez en fait avoir beaucoup d'énergie à mettre des deux côtés. Et vous n'aurez jamais 100% d'un côté. Et donc, il y a un côté que vous ne ferez pas bien. Et je ne sais pas si c'est celui en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, mais il y a un des deux côtés qui va souffrir. Et donc, qui ne va pas pouvoir décoller. Et s'il ne peut pas décoller, eh bien, vous allez être à un moment malheureux et triste. Parce que vous n'aurez pas changé ce paradigme que vous voulez changer. Si votre relation de couple ne va pas bien, eh bien, si vous ne faites rien et si vous n'allez pas à fond dans la discussion, ça va toujours être en flottement et en ballottement et en tangage et inconfortable. Alors, je ne suis pas à dire que vous devez couper les relations, hein, mais c'est de faire en sorte de trouver la solution pour y arriver. Et là, je crois que Maïmouna va être très en mesure de pouvoir vous aider. Le cinquième point, c'est la responsabilité. Être responsable des décisions que l'on prend, c'est faire face au succès de ce que l'on décide de faire. Quand vous êtes à prendre une décision, mais à trouver des excuses quand ça ne marche pas, eh bien, vous n'avez pas été responsable de votre décision. Il peut arriver qu'un grain de sable que vous n'aviez pas prévu peut venir mettre le bazar dans votre vie et peut la changer totalement. Mais vous ne pouviez pas prévoir le grain de sable. Mais vous pouvez prévoir la réaction que vous allez avoir par rapport à l'arrivée de ce grain de sable. Vous avez la capacité de pouvoir décider et de prendre et d'assumer la responsabilité de l'action que vous allez prendre pour pouvoir passer outre ce grain de sable, pour pouvoir l'enlever, pour pouvoir euh, fonctionner avec sa présence, etc., etc. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ça veut dire que si vous avez décidé, par exemple, de vivre en couple, eh bien, qu'il peut y avoir des moments où, en effet, la barque, elle tangue et que c'est instable. Eh bien, à ce moment-là, il faut éventuellement prendre le temps de s'arrêter et de dire, oh, c'est instable. Qu'est-ce qu'on fait pour stabiliser les choses? Je suis pas très heureuse, je suis pas très heureux. Qu'est-ce qu'on fait pour remettre de la joie, du bonheur, etc. et de la complicité dans notre vie et dans notre famille? C'est ça l'histoire de la responsabilité. OK? C'est pas te dire, c'est à cause de l'autre. Parce que c'est très facile de dire, oui, c'est l'autre. On est deux. Et donc, quelle part de responsabilité assume-t-on dans l'histoire? Le sixième point, c'est la concentration. Et en effet, si vous vous engagez, si vous êtes responsable, et si vous vous concentrez sur ce que vous faites, eh bien, sachez que vous allez réussir. Et vous allez faire en sorte que vous allez pouvoir augmenter l'énergie, augmenter l'amplitude de la vibration, et vous allez faire en sorte que ce que vous voulez avoir, eh bien, va arriver, et ça va se passer, et ça va réussir. Et donc, vous allez changer ce paradigme qui, justement, est dans votre chemin. Le septième point, c'est d'avoir de la discipline. La discipline, eh bien, c'est celle, par exemple,
de pouvoir, si vous voulez changer un paradigme et, et faire en sorte que les choses se passent dans votre vie, eh bien, c'est de pouvoir éventuellement consacrer tous les jours un moment particulier pour réfléchir à ça et aux solutions que vous allez mettre en place. C'est éventuellement tous les jours de pouvoir vous dire, je prends 10 minutes, un quart d'heure pour me rappeler des phrases positives d'éléments que je veux mettre dans ma vie. Si c'est par exemple un problème vis-à-vis de l'argent que vous avez, eh bien, c'est de pouvoir dire tous les jours, pendant une minute, une phrase du style, j'attire des revenus de sources multiples dans ma vie et en abondance. Et grâce à ça, je vais pouvoir déployer la, l'activité que je veux, je vais pouvoir déployer l'abondance et la joie autour de moi comme je le veux. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Si vous préférez faire autrement et dire autre chose, eh bien, dans mon couple, il y aura toujours l'harmonie, la joie et l'entente. Eh bien, à la longue, vous allez faire en sorte que votre subconscient l'enregistre et vos attitudes vont se transformer dans votre vie pour que ça arrive. Alors, combien de temps on doit répéter des phrases de ce genre-là? Tous les jours, tous les jours, et pendant minimum 90 jours. C'est le temps qu'il faut pour que ça passe de votre conscient à votre subconscient et de votre subconscient dans votre corps et que ça génère cette vibration dans le corps qui fait que quand vous allez répéter la phrase, vous allez avoir euh, un peu la chair de poule et des petites vibrations, des battements de cœur qui vont vous dire ah, je vis, les tripes qui vont bouger, etc., etc. OK? Et le dernier point, j'en ai déjà parlé, c'est la visualisation. C'est de pouvoir visualiser cet environnement joyeux, cet environnement incroyable, cet environnement défiant que vous voulez atteindre, cette plénitude que vous voulez atteindre. Et plus vous allez mettre de l'ambition dans ce que vous voulez atteindre, plus ça va vous paraître incroyable à atteindre, mais plus vous allez vous étirer et faire en sorte de pouvoir vous en approcher, plus ou moins rapidement. Voilà, Maïmouna, c'était ce que je voulais te partager, vous partager à toutes et à tous par rapport au paradigme et à comment pouvoir le changer, le transformer. Wow, wow. Merci beaucoup. Merci, Gérald. Merci beaucoup. Tu nous as beaucoup appris ce soir et tu as tellement fait un bon développement que tu as répondu pratiquement à toutes les questions que j'avais préparées. Je suis désolé. Ton, 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 ton partage était complet. C'est super. Franchement, waouh, tu nous as appris beaucoup ce soir. Tu nous as appris beaucoup ce soir. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsque tu nous partages justement ton témoignage, quand tu parles de ton vécu, tu pars euh, un peu défavorable, on va dire, du fait que tu as eu une enfance où tu n'as pas vraiment vécu la présence de parents. Donc, par rapport à ça, tu as pris cette décision de te dire, je ne veux pas de ça pour mes enfants. Et c'est Oui. là où souvent beaucoup échouent, c'est là où souvent on échoue, parce que toi, tu as réussi en fait à te rendre compte de ce paradigme-là. Alors, ma question, c'est comment tu arrives à faire ça? Parce que souvent, on a l'impression, puisque c'est un paradigme et que ça fait partie de nous, on a l'impression que c'est normal. On a l'impression Oui. que c'est pareil chez tout le monde. En fait, il n'y a pas cette prise de conscience de se dire, attention, je peux peut-être faire autrement, je devrais faire autrement si je veux casser en fait avec cet héritage-là. Mais Alors, comment tu arrives à faire ça? pardon, vas-y. Alors, j'ai eu la chance, si je puis dire, de grandir à une période où les divorces étaient peu fréquents. Et donc, j'étais en dehors de la normalité avec des parents divorcés. Et quelque part, j'en ai souffert. Et donc, j'ai voulu soigner cette souffrance en me disant, pas pour mes enfants.
C'est, Oh, c'est, c'est, c'est comme ça que j'y suis arrivé. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est, c'est très différent parce que, j'oserais dire, ce sont les parents mariés qui sont quelque part, les enfants de parents mariés depuis longtemps qui sont quelque part l'exception. Je force un peu le trait, mais je crois que je ne dois pas être trop loin d'une certaine réalité. Il y a beaucoup plus, où il y a presque autant de parents de couples divorcés, séparés, que de couples mariés. Et selon, en tout cas en Europe. Peut-être que pour ceux qui viennent d'Afrique, comme le Burkina, la Côte d'Ivoire ou le Congo, ça n'est pas comme ça, mais, ou moins comme ça. Mais en Europe, c'est quelque chose qui est présent. Et donc, ces enfants-là ne vivent pas cette anormalité, si je puis l'exprimer ainsi. Et donc, pour eux, la réaction va peut-être être tout à fait différente. Mais ça dépend vraiment de votre prise de conscience personnelle, à chacun. merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat ou alors lever la main pour quand on ouvre le Mhm. micro. Posez vos questions. Il y a Aïcha qui a une question. Oui, 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 tu le sais, ça la brûle depuis le début, hein. Vas-y, Aïcha, vas-y. Tu as répondu à ma question, Gérald. Oh mon Dieu. Bonsoir, Gérald. Bon. Merci beaucoup pour cet exposé. Merci pour la valeur ajoutée que tu nous apportes ce soir. C'est vraiment extraordinaire. Alors, tu as commencé en disant que pour pouvoir travailler afin de changer cette manière de percevoir, il fallait d'abord que la personne se connaisse elle-même, qu'elle connaisse son identité. Et on est dans un monde où c'est pas toujours évident. Parfois, on en arrive même à se mettre plusieurs couches d'identité sans au final, en oubliant au final qui on est de manière concrète, dans le cœur même. Et je voulais savoir le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation ou quelqu'un qui accompagne une personne dans cette situation. Mhm. Alors, tu as aujourd'hui, soit directement sur Internet, soit en travaillant avec les bonnes personnes, euh, la possibilité de trouver une multitude de tests de personnalité. Tests de personnalité qui vont te permettre de pouvoir éventuellement soit découvrir des choses qu'en fait tu connais, mais sur lesquelles il était pour toi difficile de mettre des mots clairs. Euh, et ça, c'est quand tu vas les faire seul. Tu vas les faire, tu vas avoir un rapport et tu vas lire et tu vas éventuellement découvrir quelque chose. Si tu le fais accompagné par un professionnel qui va pouvoir te donner un débriefing et travailler avec toi sur justement ce document qui va être le résultat du test, tu vas pouvoir avoir une valeur additionnelle importante parce que normalement, cette personne va te faire travailler au départ du document et du résultat du test sur réellement qui tu es, ce que tu peux découvrir et surtout, non, non pas seulement qui tu es, mais comment tu fonctionnes dans les interactions avec les autres. Parce que c'est surtout là que tu vas apprendre un maximum. Et avec les bons tests, les personnes qui t'accompagnent vont aussi expliquer comment les autres pourront obtenir le meilleur de toi dans la manière dont ils vont interagir avec toi. Parce que selon ta personnalité, eh bien, il y a des mots, des attitudes, des manières de faire qui vont faire que tu vas être très à l'écoute, un peu à l'écoute ou pas à l'écoute du tout. Et donc, quand on sait comment les autres ont besoin de communiquer avec toi, eh bien, pour ceux qui te sont chers, tu vas être en mesure de pouvoir leur dire, écoutez, si vous me dites les choses comme ci, comme ça, je vais être beaucoup plus réceptive, ça va mieux passer et on va pouvoir améliorer notre relation. Tu vas pouvoir leur donner des clés, ce qui est quand même pas mal, hein?
Ah oui. Alors, tu vas me dire, oui, bon, très bien, dans mon cercle rapproché, ça va marcher. Au bureau, ça va pas le faire. C'est vrai. Mais c'est toi qui vas devoir faire l'effort pour trouver le moyen de te connecter avec l'autre et faire en sorte que le message puisse passer, que la relation puisse se développer correctement. Mais déjà, si tu parviens à le faire avec ton cercle rapproché, les personnes qui te sont chères, qui sont dans ta vie intime, familiale, proche, etc., tu vas gagner beaucoup, beaucoup. Et Maïmouna va être tout à fait la bonne personne avec qui parler. Merci beaucoup, Gérald. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Gérald. Merci. Et l'outil dont parle Gérald, justement, l'un des outils dont il parle, c'est le disque. Et je suis certifiée disque. Donc, si vous êtes intéressé justement de savoir quel genre de personne vous êtes ou comment vous interagissez avec les autres pour régler notamment les différents conflits qu'on peut avoir dans le couple, les différents conflits qu'on peut avoir avec son entourage, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, Gérald. Il y a Abdel qui a une question. Bonsoir, Abdel. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, super. Fort bien, fort et clair. Ah, très très bien. J'ai une question. Merci beaucoup pour l'intervention, très très intéressante, très pratique. J'aurais une question. Comment les conflits entre les différents paradigmes peuvent être résolus? Euh, les paradigmes te sont propres, d'accord? Donc, c'est d'abord en te connaissant toi-même et en travaillant sur toi, en étant éventuellement avec des personnes autour de toi bienveillantes qui vont te dire, tu te rends compte que ça arrive en permanence dans ta vie et qui vont t'aider à te faire réfléchir sur ce qui se passe de façon régulière, fréquente dans ta vie, en te disant, hein, tu l'as déjà vécu une fois et tu le revis une deuxième fois. C'est pas tout à fait le même costume, mais c'est quand même la même situation. Est-ce que tu t'en rends compte? Et sache qu'en fait, tant que tu n'auras pas résolu la situation, le paradigme, eh bien, il va se représenter. Euh, Il va se déguiser, mais il va se représenter dans ta vie. Le jour où tu auras pris conscience du paradigme, pris conscience de la situation et que tu veux la résoudre, à ce moment-là, tu vas commencer à réfléchir, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, et les choses vont changer. je vais peut-être repréciser un tout petit peu ma question. Oui, Euh, Vous aviez donné l'exemple très intéressant de la télévision. Vous avez trouvé un moment oui, que la télévision vous polluait oui. et vous avez décidé d'arrêter l'abonnement. Mhm. Imaginons que votre épouse, dans le même temps, pour n'importe quelle raison, a trouvé que c'est à ce moment-là qu'elle a besoin de s'aérer le... Allô? Voilà. Donc, et qu'à ce moment-là, ton épouse, elle trouve que la télévision, c'est Voilà. vraiment Et donc, voilà. ce qu'elle veut absolument avoir. Voilà. Donc, elle trouve en ce moment qu'elle a besoin, effectivement, de télévision. Donc, votre rationalité, et j'aimerais bien introduire la notion de rationalité, votre rationalité vous a dit d'arrêter l'abonnement. Pourtant, vous n'êtes pas seul dans le foyer, vous êtes avec votre épouse et des enfants. Donc, vous ne pouvez pas arrêter l'abonnement. Donc, Pourquoi pas? comment vous gérez ce conflit de paradigme? Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas arrêter l'abonnement? Si Parce que tu votre te épouse laisses... a besoin d'abonnement pour Si pouvoir tu te laisses... s'aérer le Ah, cerveau en regardant des émissions de télévision. OK. Euh, Par rapport à la télévision, pour en parler, ben, moi, j'ai expliqué qu'en fait, la télévision est un système d'esclavage et d'abrutissement. Et que les quelques chaînes qui te donnent du contenu éventuellement intelligent ou intéressant, eh bien, on peut soit retrouver l'information autrement sur des médias comme YouTube ou on peut les regarder juste ces quelques émissions-là sur ces chaînes de télévision via Internet. Mais je trouvais vraiment extrêmement abrutissant les contenus que la télévision offre de manière standard. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé,
Et j'avoue que j'ai été très autoritaire. J'ai pas demandé l'avis de ma famille, de mes enfants et de ma femme. Je leur ai imposé la chose. Ça a amené un débat et je leur ai expliqué, écoutez, c'est simple. Démontrez-moi par A plus B que ça vous apporte quelque chose dans votre vie. Et démontrez-moi que ça vaut le prix qui est demandé par les fournisseurs. Je peux t'assurer que le débat n'a pas duré très longtemps. Et aujourd'hui, tout le monde vit très bien sans ça. Alors, ça, c'est l'exemple peut-être arbitraire de la télévision. Il y a par contre un autre exemple, et qui est probablement la prolongation de ce que tu voulais dire, Abdel. Si tu as des enfants plus âgés ou qui sont dans l'adolescence ou plus âgés, ils peuvent être addicted à Internet et aller regarder tout et n'importe quoi sur Internet et de préférence des jeux. Alors, moi, aller leur dire, leur imposer les choses, ça n'est pas spécialement faisable. On peut les faire réfléchir, on peut les challenger, on peut les restreindre éventuellement à certains moments de façon autoritaire des choses, mais tu ne peux pas les obliger à eux changer leur paradigme. Mais tu peux toi montrer l'exemple et en expliquant pourquoi tu as changé ton paradigme. Tu dois en fait jouer plus un rôle de modèle vis-à-vis de tes enfants, me semble-t-il, hein. Maïmouna pourrait éventuellement me contredire en disant non, moi je vois les choses autrement, mais personnellement, j'ai plus voulu jouer le statut d'exemple que de vouloir fonctionner avec autoritarisme à partir d'un certain moment de l'âge de mes enfants. Est-ce que ça répond à ta question plus? Euh, Pas vraiment. Je reviens encore sur ma question initiale. Comment les changements de Oui, paradigme, comment les conflits, pardon, de paradigme peuvent être résolus? Prenons mais l'exemple le du milieu conflit de paradigme, professionnel. Comment le oui, conflit de des conflits de paradigme, paradigme, deux personnes ont des paradigmes différents, oui. mais je ne peux Des pas régler le conflits, hein, paradigme encore de une fois. l'autre. Mais non, mais Abdel, je ne peux pas régler le paradigme de l'autre. Je ne peux pas Oui, mais, imposer ma vision dans la vie de l'autre. Je peux faire un choix pour oui, mais, moi ouais, et et d'accord, je peux ok. décider pour moi. Et oui, alors D'accord, ok. je Non, peux mais faire prendre conscience à l'autre, je peux faire prendre conscience à l'autre qu'il est dans un paradigme. Et s'il est prêt à l'entendre et à le voir et à réagir à ça, de l'aider. Mais je ne peux pas obliger quelqu'un à changer s'il n'a pas envie de changer. non, en fait, encore une fois, peut-être que, oui, en fait, comment les conflits de changement de paradigme de deux personnes peuvent être résolus. En fait, deux personnes Mais décident de changer de non, paradigme, mais il y a un conflit de paradigme. Enfin, mais peut-être que, tu dois parler, c'est la communication, Mm. c'est d'accord, juste la communication. Il n'y a d'accord. pas d'autre Ok, très bien. solution. Et c'est Ok, très bien. éventuellement, c'est d'échanger, c'est de comprendre l'autre, c'est de faire comprendre son point de vue, c'est d'exercer ce que j'appelle l'influence, c'est éventuellement si j'estime que la manière dont je vois les choses est la meilleure. J'ai pas dit que c'est la solution, mais la meilleure manière pour pouvoir vivre en harmonie, eh bien, c'est de faire en sorte d'amener l'autre à s'en prendre conscience et à l'accepter. D'accord. Ok. Et puis, Ok. il arrive parfois que l'on n'est pas d'accord sur quelque chose, mais qu'on continue à vivre ensemble, Effectivement. tout en sachant qu'il y a éventuellement quelque chose qui ne fonctionne pas. Ok. Ok. Oui. Mais pour plein d'autres raisons, on a décidé que ça valait encore très fort la peine de vivre ensemble. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour la réponse. Merci. Je Oui. t'en prie. Merci Gérald et Maïmouna, merci. oui, oui, non, merci beaucoup, Abdel. J'ai imposé ici mon point de vue, mais est-ce que toi, justement, en tant que spécialiste de la vie de famille et de couple, tu as une autre façon de voir les choses? Écoute Ben, Gérald, Abdel voulait encore intervenir? non, non, en fait, Gérald m'a posé une question. Euh, enfin, de façon générale, je pense que euh, quand deux personnes ont des valeurs, parce qu'encore une fois, il y a la valeur, il y a l'attitude, quand on a des croyances et des valeurs
c'est difficile de les changer et donc on essaie de changer de paradigme. Et c'est là où moi j'aimerais introduire la notion de rationalité où chaque être doit être rationnel et pouvoir laisser la place à l'autre. C'est ça, c'est comme ça moi je vois la chose. C'est que voilà, je veux changer de paradigme, mais je fais attention à ce que mon changement de paradigme ne soit pas en interférence avec autrui. Voilà. Et là, je suis rationnel parce que le changement de paradigme, donc de valeur ou de croyance, peut être irrationnel pour d'autres. Voilà. C'est ma vision. Alors, j'aimerais aussi poser une question à Abdel par rapport à son partage. Alors, le paradigme, c'est personnel. Alors, moi, j'ai mes paradigmes par rapport à ce qui m'a été inculqué, on va dire par rapport à mon héritage parental et mon vécu jusqu'à mon âge actuel, même, on va dire. Voilà. Donc, j'ai cet ensemble de croyances-là qui me sont propres. D'accord? À un moment de. C'est ce qui Oui. s'appelle la valeur. C'est ça la valeur, oui, effectivement. Bon. Ce sont des valeurs, c'est dans le corps, c'est dans le cœur. C'est hardcodé, en fait. Désolé Euh, de t'avoir interrompu, pardon. D'accord. Je pense que la notion de valeur et de paradigme ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une petite confusion peut-être à ce niveau-là. C'est pas tout à fait la même chose. Alors donc, quand on part sur le paradigme, à un moment de mon parcours, je me rends compte que j'ai des blocages ou j'ai des choses qui ne fonctionnent pas et qu'il me faut changer. Il me faut changer mon système de pensée justement pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir changer ma façon de concevoir les choses. Je prends juste un exemple. Parmi les femmes que j'accompagne, il y en a une qui m'avait posé la question justement, qui me disait pourquoi c'est toujours aux femmes qu'on demande de faire des efforts. Voilà la question qu'elle m'avait posée. J'ai trouvé que sa question était légitime. Effectivement, en général, on a l'impression que c'est aux femmes qu'on demande de faire des efforts. Je mets ça en griffe. Mais ce que je lui ai expliqué, c'est qu'il ne faut pas confondre effort et sacrifice. Il y a des efforts qui sont nécessaires. Tu veux changer les choses dans ta vie. Tu as des efforts à faire pour cela. Tu dois changer ta perception des choses. Ton état d'esprit, ton mindset, ton leadership familial doit changer. Tu fais des efforts pour ça. Deuxième cas, tu es épuisé, tu te forces à faire un plat qui va te prendre 2 heures à 3 heures dans la cuisine, alors que personne ne t'a rien demandé. Tu es en train de faire un sacrifice. Et suite à cela, tu auras l'impression que tu fais des efforts qui ne sont pas reconnus. C'est pas pareil en fait. Et dans ce cas-là, on voit bien la nécessité pour cette femme-là de changer de paradigme. Parce que pour elle, elle a l'impression que c'est toujours elle qui fait des efforts. En disant ça, on a l'impression que pour elle, c'est plutôt l'autre qui devrait faire des efforts. À ce niveau-là, il y a un changement de paradigme à faire. Il faut qu'elle change son mindset. Il faut qu'elle change sa façon de concevoir les choses, qu'elle change sa vision des choses pour pouvoir se rendre compte que le changement qui va s'opérer en elle va impacter sa vie, va impacter son entourage et va impacter son couple. Donc là, il y a un changement de paradigme à faire. Donc je pense, Abdel, que le conflit qu'il y a, c'est au niveau de la différence entre le paradigme et les valeurs. C'est pour ça que voilà, je comprends tout à fait en fait ta question et pourquoi tu lâches pas. Parce que là, on attaque les valeurs. Et c'est vrai que les valeurs, c'est quelque chose qui est sacré en quelque sorte, si je peux le dire. Donc, c'est vrai que quand on rentre dans l'aspect, dans l'environnement des valeurs, ça devient compliqué. Donc, je comprends. Mais les valeurs, ce n'est pas les paradigmes. Ce n'est pas la même chose. Donc, je ne sais pas si c'est un peu plus clair. J'aimerais intervenir. Oui. Au fait, si je comprends, nos valeurs nous conduisent à nos caractères. Le fait d'avoir un certain nombre de valeurs,
ces valeurs nous poussent à poser des actes. Et à force, par exemple, si je me dis que je dois, si jeune fille, je me dis que je dois vivre dans la chasteté jusqu'au mariage, ça va m'amener à avoir un certain comportement, c'est une valeur. Et le fait d'aller dans ce sens, ça va faire que je vais apprendre à me maîtriser, je vais avoir la maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi constitue maintenant mon caractère, mon style de fonctionnement. Donc, les valeurs, en fait, c'est le point de départ. Si je me dis, bon, écoute, je suis jeune fille, je peux faire ce que je veux, En ben, effet. ça va m'amener à avoir un certain comportement. Yeah. Donc, les valeurs conduisent au caractère et quand on fait pas attention, le caractère conduisent à l'ossature maintenant. À force de faire, ça devient l'ossature. Et maintenant, si donc on veut changer l'ossature, il va falloir repartir à la base, revoir les valeurs, les motivations et travailler par rapport de telle sorte que si je me dis maintenant, je veux vivre par rapport à la sainteté, je vais commencer par travailler par rapport à ça et prochainement, la maîtrise de soi va être un objectif. Ce ne sera plus je fais ce que je veux. Et donc, si on ne voit pas la différence, et ça va être un peu difficile. Et c'est ça, quand on est enfant, quand l'adolescence, vous avez un certain nombre de valeurs, vous travaillez par rapport à ça, ça vous permet plus tard d'avoir certains caractères, d'avoir certains styles de vie et qui vous sont bénéfiques. Mais ça se dit, quel que soit, il n'y a pas de fatalité. On peut toujours changer, mais changer suppose revenir aux valeurs. Il n'y a pas de valeurs, c'est-à-dire c'est les pensées que nous avons qui déterminent les actes que nous posons. Et donc, travailler par rapport à ça, les actes que nous posons ne sont que l'extériorisation de nos pensées. Il faut travailler par rapport à ça et les pensées, c'est aussi un peu lié aux valeurs. Maintenant, si on revient au problème de couple, si vous êtes pôle Nord et pôle Sud, bon, il faut beaucoup de communication, il faut beaucoup de compromis entre guillemets et de telle sorte que tout doucement on puisse arriver à s'entendre. Mais celui qui a un certain nombre de valeurs, c'est à lui d'être un modèle, comme l'a dit l'orateur. Et avec le temps, le fait qu'il ait un modèle, ça convainc l'autre et il cherche aussi à adhérer. Et donc, ce n'est pas du forcing, c'est ce que nous appelons leadership d'influence et non de position. Et ça l'amène à adhérer. Et ça va être aussi un peu la même chose des fois avec les enfants selon leur âge. Donc, c'est ce que je pense, enfin, c'est ce que je peux ajouter. Au fil bien, si c'est ma contribution. Merci beaucoup, Monsieur Sobia. Merci, Monsieur Sobia. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que de façon générale, lorsqu'on parle de conflit, parce que Abdel a parlé de conflit de paradigme, lorsqu'on commence à rentrer dans le conflit, la seule issue, l'issue l'issue la plus paisible, c'est d'entamer une communication. Voilà, c'est par la communication qu'on arrive à trouver un consensus. Donc, s'il y a un défi de paradigme, s'il y a un conflit de paradigme, la meilleure façon de régler cela, c'est de discuter, de poser les choses clairement sur la table et que chacun apporte sa façon de voir les choses, ses arguments. Et je pense qu'en ce moment-là, on peut tomber sur un consensus. Ça ne va peut-être pas se faire dans l'immédiat, ça prendra son temps, mais au moins les choses seront dites. Donc, voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Abdel avait à partager. Merci beaucoup, Abdel, pour la question. Merci beaucoup. Ça nous a fait réfléchir. Merci. Merci, Abdel et Assobia. Alors, il y a Marthe qui a posé une question dans le chat qui voulait que j'approfondisse le point 3 dans les 8 principes de vie que j'ai mentionnés et qui est de la prise de décision. Alors, si Marthe pouvait éventuellement juste me prendre la parole en disant quel est le sens de la question par rapport à la décision, s'il vous plaît. Allô? Allô? Bonsoir, Marthe. Oui, bonsoir. C'est juste que je suis un peu grippée, du coup. OK. Alors, au niveau du point 3, vous avez dit prendre vite les décisions. Alors, moi, Oui. je pars du fait que pour une entreprise ou une action quelconque, enfin, un investissement, voilà que tu échoues, enfin, tu es sur un échec.
Et dans le développement que vous avez fait, il s'agit de prendre une décision. Mais alors, moi, je suis au fond, enfin, plus ou moins au fond du gouffre. Alors, prendre une décision rapidement alors que je suis en plein échec, comment est-ce que, en fait, l'opportunité de cette décision, est-ce que je ne risque pas encore de retomber dans un échec à nouveau? Voilà. Donc, c'est pourquoi Ah, je demande, d'accord. voilà, de préciser un peu Très la bien. prise de décision comme vous l'avez exposé. OK. D'accord. Merci, Marthe. Merci bien. Euh, alors, moi, ce que je dirais, c'est que par rapport au fait d'être tombé dans un gouffre ou bien d'être face à un échec, la première décision, c'est de se dire, je vais me relever et je ne vais pas rester à terre et je ne vais pas me rester abattu. Et donc, ça peut être des décisions aussi simples que cela, Marthe, hein. C'est de dire, j'ai eu un échec, ça m'a fait mal, ça me met éventuellement dans une situation embarrassante, inconfortable à différents niveaux. Et la première question à se poser, la première décision à prendre, c'est est-ce que je reste dans cet état d'esprit-là ou est-ce que je me relève? Et si je me relève, je fais quoi? Ça ne veut pas dire que je vais reprendre, si c'est une déconfiture par rapport à un investissement, c'est pas se dire je vais réinvestir absolument tout de suite. Non, c'est dire OK, j'ai pris une déconfiture. C'est éventuellement aussi de se dire qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce que je dois faire pour éviter ça, que ça se représente. Ce sont des petites décisions de ce genre-là. On ne parle pas de prendre des grandes décisions qui sont éventuellement révolutionnaires par rapport à sa vie, mais ce sont des petites décisions qui ont pour objectif de se redonner confiance, de se retrouver et de pouvoir repartir en reconstruisant quelque chose. Et on franchit, on construit les choses étape par étape, petit pas par petit pas, petite marche par petite marche, pour pouvoir retrouver soit un niveau d'antan, soit éventuellement de repartir dans la direction que l'on veut atteindre. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Marthe, comme ça? Merci Gérard. C'est bon. Top. Merci beaucoup. Merci à Marthe pour sa question. Alors, une question que moi, je voulais aussi poser à Gérald. Est-ce qu'on peut se rendre compte que l'autre a des paradigmes et comment justement accompagner l'autre pour justement changer de paradigme? Alors, j'ose espérer à partir d'un certain moment dans la vie de couple, on se rend compte que l'autre éventuellement a des paradigmes, parce que ça veut dire qu'on est attentif à ce que l'autre vit et comment il vit les choses dans le couple, hein. Autrement, on risque un moment d'être éventuellement à vivre ensemble, mais en ne vivant pas ensemble, si tu comprends ce que je veux dire. Mm. Euh, alors après, c'est de nouveau une question de discussion. Est-ce que c'est vraiment un paradigme ou bien est-ce que c'est quelque chose qui me dérange? Parce que l'on peut très volontiers se dire, oui, mais cette attitude, cette habitude, etc., chez l'autre, ça me dérange, hein. Euh, et comme ça me dérange, j'aimerais bien qu'il change ou qu'elle change. Et oui, mais est-ce que c'est juste moi que ça dérange ou bien est-ce que ça a vraiment un impact réel sur la vie et le développement éventuellement de l'autre? Et je vais prendre un exemple parce que je peux paraître très abstrait. Tant que nos enfants étaient adolescents, mon épouse avait convenu avec moi et décidé, et c'est bien son choix et pas un choix qui était dicté, euh, de s'occuper de leur éducation et donc de ne pas travailler. Elle a eu quand même des activités du style, et quand je dis quand même, je veux dire, elle n'était pas juste à la maison à faire des courses, à attendre que les enfants sortent de l'école pour aller les chercher, et puis jouer chauffeur de taxi pour les amener à différentes activités et autres.
mais elle avait aussi décidé de participer à certains aspects de la vie sociale en étant, par exemple, membre de l'association des parents du collège où nos enfants étudiaient. À partir du moment où notre dernier enfant arrivait dans l'année précédant le bac et puis l'année du bac, je lui ai dit, écoute, il est temps maintenant pour toi de réfléchir à faire autre chose pour occuper tes journées. Parce que je trouve important que tu puisses vraiment euh, reprendre ta vie en main et non plus vivre en te disant que tu veux attendre de voir comment tu peux t'occuper des enfants et tout. Ils ont un âge où ils sont capables de pouvoir prendre les transports en commun et réaliser un certain nombre de choses d'initiative. À partir de 17-18 ans, on peut se dire que les jeunes eh bien, sont capables de faire beaucoup de choses seuls. Avant aussi, mais voilà, pas de la même manière, etc. etc. Et donc, elle n'avait pas pris conscience de ça. Et je ne vais pas dire que c'était un paradigme, mais oui, j'ai été à l'encourager de changer son organisation de vie par rapport à ça. Et j'ai commencé aussi à l'emmener dans des séminaires de développement personnel pour que l'on puisse travailler des choses ensemble. Et puis, ça l'a amené un moment à se dire, ben, tiens, je vais travailler. Elle n'avait plus travaillé depuis très longtemps, donc il y a eu la réflexion de qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, etc., etc., etc. Et jusqu'au moment où bien elle a décidé de travailler comme aide pour un ami qui avait une entreprise. Et puis, à un moment, elle a fait évoluer sa réflexion en se disant, mais non, je vais faire des études pour devenir agent immobilier parce qu'en fait, ça me passionne. Et donc, tu vois, voilà, ça, c'est le genre de choses, c'est la manière dont on peut arriver pour aider le conjoint à évoluer, à développer les choses. Alors, j'ai parlé de mon épouse, mais il lui est arrivé aussi de temps à autre de me dire, oui, mais tu sais, tu te rends compte que tu as éventuellement telle attitude qui est répétitive dans telle situation. Est-ce que tu n'irais pas tu ne réfléchirais pas à soit trouver la solution pour changer ou éventuellement te faire accompagner pour changer d'attitude parce que ça serait bon pour la famille, mais aussi pour toi. Donc, tu vois, voilà, ça, c'est comment nous l'avons appliqué dans notre couple et dans notre vie. Ok, merci. Merci beaucoup, Gérald, pour ces exemples. J'aime beaucoup ton exemple parce que à travers ça, tu nous montres vraiment une attitude de leader parce que tu t'es pas juste contenté de dire lève-toi et va travailler. Tu as accompagné. Donc, c'est vraiment un bel exemple et c'est une attitude, en tout cas, de leader et j'aime beaucoup cet exemple-là. Alors, je vous ai mis dans le chat le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp et être informé de nos différents événements. Le lien aussi pour les replays YouTube. Vous trouverez le replay de toutes les différentes conférences que nous avons eues auparavant. J'ai promis dans le groupe WhatsApp ce soir une surprise. Alors là, voilà. Je vais sélectionner 5 hommes et 5 femmes qui remplissent les conditions suivantes pour un petit cadeau que je vais vous offrir parce que vous êtes dans la communauté WhatsApp. Alors, voici les conditions. Il y en a 5. Donc, la première condition, évidemment, c'est que vous êtes dans le groupe WhatsApp. Notre groupe WhatsApp qui s'appelle Changeons notre mindset. Le deuxième, c'est que vous êtes en couple et la communication est compliquée. La troisième condition, vous souhaitez rétablir une communication saine au sein de votre couple. La quatrième condition, vous êtes motivé et prêt pour une transformation et pour passer à l'action. La cinquième condition, c'est si vous pensez tout connaître ou si vous êtes réfractaire au changement, je ne pourrai rien faire pour vous aider. Donc, ça vous disqualifie déjà par rapport au challenge. Voilà. Donc, c'est un challenge sur 5 jours.
ce challenge va assainir ta communication. C'est un challenge qui est offert. Il va venir créer en fait un shift, un changement de mindset. À la fin de ce challenge, pardon, vous allez commencer à voir s'envoler ce nuage sombre qui s'est établi au sein de votre couple. Il va venir commencer à assainir une communication et rebooster la communication au sein de votre couple. Alors, 5 personnes, si vous êtes partant, voici, je vous ai mis le lien de connexion pour intégrer le groupe WhatsApp pour les personnes qui sont intéressées pour ce challenge. Voilà, c'est un cadeau, c'est une offre, alors profitez-en. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à chacun et à chacune. On a dépassé le temps qu'on avait prévu, ce qui signifie que le débat était passionnant. Merci beaucoup à Gérald pour son temps précieux qu'il nous a accordé ce soir. Merci pour toutes ces valeurs que tu nous as apportées. Merci beaucoup, Gérald, pour ta générosité, pour ton cœur. Merci encore. Merci à chacun de vous pour vous être connectés ce soir. Merci à Patrick Yoro qui s'est connecté, qui a pris le train en marche. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Merci à Abdel. Un gros cœur pour toi. Merci à Marthe Akré, à Madame Kinda, à Aïcha, Kwame Pélagie. Merci aussi à Dimanche, à Madame Desmarais, Laetitia, Konaté. Merci à tout le monde. Si j'ai oublié des noms, pardonnez-moi. Merci beaucoup. Abdel dit merci à Gérald. Merci Merci beaucoup à vous. encore. Merci encore, Gérald. Merci Et à toi, Maïmouna, et merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Merci infiniment. Merci à vous Et, deux. et j'espère vous revoir bientôt. merci, Gérald. Je note ça, je Merci prends ça beaucoup. pour... Ah, Gérald. Non, non, mais oui, mais on se reverra dans d'autres circonstances aussi. Merci OK. à vous Merci aussi. beaucoup. Merci à Belle soirée. Marie-Chantal. Bonne Merci. soirée. Au Au revoir. revoir. À bientôt.